Plus les semaines passent, plus des interrogations se font jour sur la pertinence du maintien de l'intervention militaire française au Sahel, l'opération Barkhane. Il y a quelques jours, lors de ses vœux aux armées, Emmanuel Macron a annoncé un redimensionnement, comprenez une réduction du dispositif. Dans quelques jours, début février, le Sénat va aborder la question. Toutes ces interrogations sont consécutives aux morts en série de soldats français et de civils burkinabés, maliens, nigériens dans la région ces dernières semaines. Deux groupes terrorisent la région, le GSIM lié à Al-Qaïda au nord et, plus au sud, l'État islamique au Grand Sahara, désigné ennemi numéro 1 par Paris. Alors que veut cette organisation? L'État islamique au Grand Sahara n'est pas uniquement un groupe terroriste, c'est un mélange de djihadisme, de banditisme et d'administration locale. L'État islamique au Grand Sahara considère cette partie du Sahel comme son territoire. Le Sahel, c'est cette bande qui traverse toute l'Afrique depuis le Sénégal à l'ouest jusqu'à l'Érythrée à l'est. C'est la zone la plus chaude au monde, la plus désertique au monde, près de 10 mois de sécheresse dans l'année. Sa superficie totale est quasiment comparable à celle de l'ensemble de l'Union européenne. Donc c'est un territoire tellement grand qu'il est impossible à contrôler. Ramené à une opération de la taille de Barkhane, un peu moins de 5000 hommes, ça voudrait dire pour chaque homme contrôler 10 fois la surface de Paris. Mission impossible, quel que soit le courage de ces soldats. Il s'agit traditionnellement d'une zone de nomadisme et de transhumance. C'est un paramètre important parce que les pistes y sont multiples, donc les terroristes s'y déplacent rapidement, le plus souvent à moto. L'organisation État islamique au Grand Sahara est particulièrement présente dans la zone dite des 3 frontières entre Mali, Niger et Burkina Faso. Mais elle cherche aussi à se développer vers le sud, vers le golfe de Guinée, via le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Et on le voit bien de ce point de vue géographique, le Burkina Faso est la zone clé située entre le Sahel au nord et les pays du golfe de Guinée au sud. L'objectif du groupe terroriste, c'est de créer en fait un califat dans cette région, uni par la religion, mais aussi un État finalement avec un territoire, une administration, un peu comme ce qu'a pu faire Daesh en Syrie et en Irak il y a quelques années. C'est d'ailleurs une vraie différence avec les groupes liés à Al-Qaïda qui ne cherchent pas nécessairement à créer un État au sens territorial. C'est une histoire très récente, mais qui prospère sur des conflits très anciens. Le groupe, à proprement parler État islamique au Grand Sahara, naît seulement en mai 2015, lors d'une scission d'un groupe terroriste précédent, Al-Mourabitoun. Il est fondé par Abu Walid al-Sahawi, qui est toujours le leader du mouvement et qui fait alors allégeance à l'organisation mondiale État islamique, allégeance reconnue un an plus tard. Puis en 2019, le groupe État islamique au Grand Sahara intègre un groupe plus large, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, dont fait également partie tout un pan de Boko Haram. Bref, le groupe se structure progressivement. Il compte des dizaines, puis des centaines, puis des milliers d'hommes. Il va multiplier les attaques de plus en plus contre des civils, puis contre les armées locales, en particulier au Niger, aussi contre l'armée française, Barkhane, et aussi en enlevant 2 touristes français au Bénin. On estime qu'en 2020, le groupe État islamique au Grand Sahara a été impliqué dans 500 actes violents, 2 fois plus qu'en 2019. Ces relations sont complexes, ambiguës avec les cellules liées à Al-Qaïda, en particulier le GSIM dirigé par Iyad Ag-Ghali. Évidemment, les idéologies des deux mouvements sont très proches, mais à partir de 2019, les deux groupes vont entrer en concurrence lorsqu'une partie des militants du GSIM font défection pour rejoindre l'État islamique. Les deux groupes entrent alors en guerre, les affrontements se multiplient. Mais si l'État islamique est devenu puissant dans la région, c'est parce qu'il a su appliquer une stratégie habituelle de ce groupe, exploiter les conflits ancestraux, en l'occurrence instrumentaliser la vieille rivalité entre les nomades et les agriculteurs, notamment pour l'accès aux points d'eau. C'est là où l'histoire ancienne rejoint l'histoire récente. Les éleveurs peuls en particulier
sont délaissés de longue date par les États centraux. Ils sont combattus ou pourchassés par les paysans Haoussa, Bambara, Dogon, voire Touareg. Donc ces Peuls sont devenus la cible prioritaire de recrutement des groupes terroristes. Cette situation chaotique permet au groupe État islamique de se revendiquer plus légitime que le camp d'en face. Premier point, l'État islamique considère que les frontières dans la région n'ont pas de sens. Elles ont été dessinées par les anciennes puissances coloniales à la fin du XIXe siècle, en particulier en 1885 à Berlin. Elles ne respectent pas les découpages territoriaux ethniques traditionnels. Ce n'est pas totalement faux. Deuxième point, les gouvernements des pays concernés ne sont pas compétents, ils sont souvent corrompus, soupçonnés de népotisme et surtout ils ne donnent pas aux populations l'accès aux services publics de base, l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, donc pas légitimes. Troisième point, nous, l'État islamique au Grand Sahara, nous sommes plus légitimes parce que nous offrons un corpus idéologique d'abord, la prééminence de la charia, alors un corpus idéologique extrémiste évidemment, mais un corpus tout de même, et puis aussi parce que nous proposons un contrat social. Nous vous protégeons, voire nous vous rétribuons si vous nous obéissez ou si vous nous rendez service. Nous allons vous terroriser, mais en même temps, nous pouvons construire un hôpital de campagne ou gérer l'état civil, les mariages, les baptêmes, etc. Le groupe État islamique au Grand Sahara, c'est aussi une organisation économique rationnelle, un business, un mélange de banditisme de grand chemin, de racket religieux et d'écosystème qui fournit du travail. Son financement repose, semble-t-il, essentiellement sur 3 supports. Première source de financement, les trafics en tout genre, la contrebande, les cigarettes, la drogue, les armes, beaucoup d'armes, et aussi les convois de migrants. Rappelons que nous sommes dans une région de transit et dans une zone immense. Et une partie des dividendes liés à ces contrebandes peuvent être parfois reversés aux populations locales. C'est la carotte, d'autant encore une fois que les États centraux sont aux abonnés absents. La deuxième source de financement, et là c'est le bâton, c'est le prélèvement d'un impôt religieux, une sorte de dîme, la zakat. Et lorsque les villageois ne versent pas cet impôt, la sanction est immédiate. C'est probablement ce qui s'est passé là en début janvier 2021, lorsque 2 villages nigérians, Choma Bangu et Zaruma Darey, ont été attaqués par les djihadistes, représailles, bilan, 100 morts. Enfin, la troisième source de financement, ce sont les mines d'or artisanales dans la région depuis la découverte d'un filon sahélien en 2012. On en compterait près de 2200 dans la région et on estime que l'équivalent de 2 milliards de dollars est extrait de ces mines chaque année au cours actuel de l'or. Les organisations terroristes possèdent certaines de ces mines, rackettent d'autres mines ou bien jouent les intermédiaires pour vendre le produit des orpailleurs. Il faut distinguer la psychologie des dirigeants et la sociologie des populations. Les dirigeants, quelques centaines tout au plus, sont évidemment des radicaux, des extrémistes, des djihadistes salafistes. Mais ils se sont le plus souvent convertis progressivement à cette idéologie. C'est le cas par exemple de leur leader Abu Walid al-Sahraoui. Au départ, c'est un militaire au sein du front Polisario au Sahara occidental et il est issu d'une riche famille de commerçants. Et puis il y a les populations recrutées. Elles sont motivées par les problèmes économiques, par le sentiment d'abandon, par le déclassement social, par le besoin de protection dans un contexte de rivalités ethniques. Et c'est particulièrement le cas des Peuls dont nous parlions. Pour un jeune Peul, être recruté par le groupe État islamique, c'est souvent avoir un peu plus d'argent, circuler à moto, parader avec une arme, bref, avoir un statut social. Et c'est comme ça que les djihadistes se fondent dans la population. C'est pour ça que la solution ne peut pas être uniquement militaire. Il faut des réponses politiques, des services publics, des médecins, des centres de santé, des réseaux d'adduction d'eau, des écoles. Sans quoi les mêmes causes continueront de produire les mêmes effets et des organisations terroristes comme le groupe État islamique au Grand Sahara continueront de prospérer.